Il y a un paradoxe absolument fascinant dans l'intelligence artificielle moderne. D'un côté, on a des algorithmes capables d'écraser des champions du monde à des jeux de plateau ultra complexes comme le jeu de Go. Mais de l'autre, ces mêmes algorithmes s'effondrent lamentablement lorsqu'il s'agit de planifier des tâches quotidiennes sur une longue durée, comme simplement préparer un café dans une cuisine qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? À cause de ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. En gros, plus l'horizon temporel s'allonge, plus le nombre d'actions possibles explose de manière exponentielle. Et ce n'est pas tout. En apprentissage par renforcement, ou RL, il y a un concept redoutable connu sous le nom de triade mortelle. C'est une instabilité mathématique féroce qui se déclenche quand on combine trois choses. L'approximation de fonctions, comme les réseaux de neurones, l'apprentissage hors politique et l'amorçage. Le résultat? L'agent perd complètement le fil de ses récompenses à long terme et l'apprentissage échoue totalement. Mais il existe une solution brillante pour contourner cette montagne. Une méthode qui permet à l'IA de ne plus penser en micro-mouvements, mais en concepts globaux. C'est ce qu'on appelle les skills en RL, ou compétences, couplées à l'abstraction temporelle. C'est exactement ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. Au menu de cette exploration, nous allons traverser 6 étapes clés. On va commencer par cerner le défi de l'abstraction temporelle, faire un saut dans l'histoire des options, plonger dans les mathématiques qui font tourner tout ça, comprendre comment l'IA découvre ses compétences toute seule, voir des applications concrètes, et enfin discuter des limites qui font encore transpirer les chercheurs aujourd'hui. Commençons tout de suite par la première grande idée, sortir du micromanagement. Parce que oui, les IA ont une fâcheuse tendance à vouloir tout micro-gérer. Face à cette explosion de possibilités dont on parlait, une question centrale se pose. Comment concevoir un agent artificiel capable de garder les yeux rivés sur un objectif lointain sans que son cerveau électronique ne surchauffe en essayant de calculer l'angle exact de l'articulation de son épaule à chaque milliseconde? C'est le dilemme classique. La vision microscopique des primitives motrices contre la vision macroscopique de la stratégie. Et la meilleure source d'inspiration pour résoudre ça, c'est tout simplement le cerveau humain. Prenons une analogie du quotidien, la préparation d'une casserole de pâtes. Quand on se met au fourneau, on ne va pas consciemment calculer la trajectoire spatiale de son bras en 3D, ni ajuster mentalement la tension de chaque tendon de ses doigts au millimètre près. C'est impensable. À la place, on utilise une compétence abstraite, un skill. Dans ce cas, remplir la casserole d'eau. C'est ce qu'on appelle une macro-action. Et le plus beau, c'est la robustesse de ce système. Si la casserole glisse un tout petit peu sous le robinet, le cerveau ne s'arrête pas pour recalculer toute la recette depuis le début. Non, un réflexe moteur local ajuste la prise de la main, tandis que le plan global, faire bouillir cette eau, reste totalement intact. C'est ce découplage, cette hiérarchie qui rend notre planification si efficace. L'objectif, en intelligence artificielle, c'est de reproduire exactement ce mécanisme. Plutôt que de subir un environnement chaotique au niveau microscopique, l'agent a besoin de ses compétences abstraites pour lisser les petites erreurs et évoluer dans un monde prévisible. Ce qui nous amène à une définition formelle, mais rassurez-vous, très accessible. L'abstraction temporelle, dans le contexte de l'apprentissage par renforcement, c'est la création de sous-politiques réutilisables. Concrètement, ce sont des briques de comportement autonomes. Elles permettent de prendre une tâche effroyablement complexe et de la casser en une hiérarchie de sous-objectifs beaucoup plus simples, qui s'étale dans le temps. En cachant les détails complexes du mouvement bas niveau, l'abstraction temporelle permet à l'agent de réfléchir sur des milliers d'étapes futures en un clin d'œil. On transforme un océan de chaos en une suite logique d'actions. Mais d'où vient cette idée ? Faisons un petit voyage dans le temps pour comprendre comment on est passé d'une simple intuition à des algorithmes de pointe. L'idée de donner des macro-actions aux machines date pas d'hier. Dès 1998, des chercheurs comme Deina Prekub et son équipe introduisent formellement cette notion dans le monde du reinforcement learning. Et juste après, en 1999, c'est le grand tournant théorique, la publication du cadre formel des options par Richard Sutton, Prekub et Satinder Singh. Ce papier absolument mythique, il a posé les fondations mathématiques de tout ce dont on parle aujourd'hui. Mais voilà le hic, il a fallu attendre presque 20 ans pour que ça marche vraiment sur les robots physiques. Pourquoi un tel trou dans la raquette ? Eh bien parce que les algorithmes des années 2000 étaient faits pour des petits tableaux de données. Ils étaient incapables d'avaler des flux vidéo en continu ou de gérer les capteurs ultra complexes d'un robot. La solution est venue avec l'explosion du deep learning, l'apprentissage profond. C'est autour de 2019 et 2020, avec des approches comme le Deep Skill Chaining de Bagaria et Konidaris, qu'on a enfin pu marier la théorie des options avec la puissance brute des réseaux de neurones profonds. Une vraie révolution. Maintenant qu'on a le contexte, plongeons dans les fondations mathématiques. Pas de panique, on va rendre ça limpide. À la base de tout agent intelligent, il y a ce qu'on appelle un processus décisionnel de Markov, ou MDP en abrégé. Un MDP, c'est juste une façon mathématique de décrire un jeu. Il y a des états, des actions possibles, des probabilités que les choses se passent comme prévu et des récompenses. Dans un MDP classique, l'agent réfléchit étape par étape. Tic-tac, tic-tac. L'apprentissage par renforcement hiérarchique, le HRL, vient littéralement briser cette routine. Il signe le cerveau de l'IA en 2 niveaux. On a un gestionnaire en haut,
qui fixe des objectifs abstraits à long terme. Et en bas, on a un exécutant, le travailleur qui se débrouille avec ses moteurs pour atteindre ce sous-objectif. Le gestionnaire reçoit les vrais points du jeu, la récompense finale, tandis que l'exécutant est entraîné avec des points virtuels, des récompenses intrinsèques, qu'il gagne uniquement s'il accomplit la tâche fixée par son patron. C'est ici que la magie du cadre des options de 1999 entre en scène. Une option, c'est une compétence définie par un trio très strict. Premièrement, un ensemble d'initiations, en gros les conditions préalables. Dans quelle situation l'agent a-t-il le droit de lancer cette compétence? Deuxièmement, une politique interne, le mode d'emploi, comment bouger les articulations. Et troisièmement, une condition de termination, comment savoir que le travail est fini. Si on reprend notre analogie de la cuisine, l'ensemble d'initiations, c'est d'être devant l'évier avec une casserole vide. La politique interne, c'est d'ouvrir le robinet et de tenir la poignée, et la condition de termination se déclenche dès que l'eau arrive à 1 centimètre du bord. C'est propre, encapsulé et incroyablement efficace. Et la vraie puissance de cette méthode, c'est qu'elle permet de voyager dans le temps. Enfin, façon de parler. Quand le gestionnaire active un skill, il délègue tout le travail pendant un certain nombre d'étapes. Disons K étapes. Le cerveau de haut niveau fait donc un bond direct de l'instant présent à l'instant T plus K. Pendant tout ce temps, il ferme les yeux sur les micro-mouvements de l'exécutant. Mathématiquement parlant, le processus décisionnel de Markov, le MDP, se transforme en un POMDP, un processus décisionnel de Markov partiellement observable. Partiellement observable tout simplement parce que le système décide d'ignorer volontairement les détails inutiles pour se concentrer uniquement sur les grandes étapes du plan. C'est bien beau tout ça, mais comment une IA fait-elle pour inventer ses compétences toute seule sans qu'un programmeur ne tape des milliers de lignes de code? L'une des solutions les plus élégantes s'appelle le Deep Skill Chaining, ou chaînage profond de compétences. L'astuce géniale ici, c'est de ne pas construire les compétences en allant vers l'avant. Essayer de trouver la solution en avançant à l'aveugle, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Au lieu de ça, on travaille à l'envers, à rebours, depuis l'objectif final. On s'assure que la condition de fin d'une compétence correspond exactement aux conditions de départ de la compétence d'avant. Faisons une nouvelle analogie. Imaginons qu'on doive construire un pont géant au-dessus d'un gouffre. Au lieu de jeter des pierres au hasard depuis le point de départ, en espérant toucher l'autre côté un jour, l'algorithme va de l'autre côté sur la rive d'arrivée. Il y pose un pilier solide. Puis il recule d'1 mètre vers le point de départ, pose un autre pilier et ainsi de suite. Chaque bout du pont mène immanquablement à la victoire. Mécaniquement, ça se passe en 3 étapes. D'abord, l'agent trouve la ligne d'arrivée par hasard lors de ses explorations. Étape 1, validé. Ensuite, étape 2, il doit délimiter la zone depuis laquelle il est certain d'atteindre ce but. Pour ça, il entraîne un petit réseau de neurones, un classifieur. Ce réseau dessine une frontière virtuelle. Si je suis dans cette zone, je réussis à tous les coups, sinon j'échoue. Cette zone de succès devient le fameux ensemble d'initiation. Enfin, étape 3, ce nouvel ensemble d'initiation devient le nouvel objectif temporel pour la compétence précédente. Et la boucle est bouclée. Le processus se répète à l'envers, créant une chaîne ininterrompue de compétences infaillibles, de la ligne d'arrivée jusqu'à la ligne de départ. Visuellement, la différence est sidérante. Sur une trajectoire classique en RL, l'agent fait des millions de micro-pas instables. La moindre bourrasque numérique, la moindre erreur de calcul et paf, l'agent dévie et c'est l'échec. Avec le chaînage à rebours, on a de belles macro-actions robustes qui se superposent. Chaque compétence gère un tout petit problème très spécifique, ce qui empêche les erreurs de s'accumuler. Mieux encore, une fois qu'une compétence est apprise, elle est figée. L'agent ne l'oubliera pas, ce qui résout le terrible problème de l'oubli catastrophique en IA. Mais attention, il y a un piège. Si on laisse l'algorithme faire, il pourrait très bien créer des compétences redondantes ou pire, totalement inutiles. C'est là qu'intervient le garde-fou mathématique moderne, l'objectif d'information mutuelle. C'est un concept qui force le réseau de neurones à créer des skills qui sont variés pour pouvoir s'adapter à tout, mais surtout qui sont ultra prévisibles. Alors, sans transformer ça en cours de maths barbant, voici la formule. Ce qu'il faut retenir du symbole I, c'est l'idée d'information mutuelle. Le but est de maximiser la corrélation absolue entre la compétence qui vient d'être activée et l'endroit exact où l'agent va atterrir. En gros, on interdit à l'IA de tricher. Elle ne peut pas inventer une compétence chaotique qui donne un résultat aléatoire, parce que le score d'information partagée serait de 0. On force mathématiquement chaque compétence à faire très exactement ce qu'on attend d'elle. C'est cette prévisibilité absolue qui permet aux gestionnaires de haut niveau de planifier sereinement. C'est bien beau la théorie, mais qu'est-ce que ça donne quand on sort ces algorithmes du laboratoire et qu'on les confronte à la réalité? Les résultats sont tout simplement bluffants. Prenons un chien robot quadrupède qu'on lâche dans un immense labyrinthe. Si on utilise un algorithme de pointe classique, non hiérarchique, le pauvre robot n'y arrive pas. La sortie du labyrinthe est bien trop loin, noyé sous les millions d'ajustements moteurs nécessaires pour simplement avancer une patte sans tomber.
Mais avec l'architecture basée sur les skills, c'est une autre histoire. Le robot apprend d'abord la compétence marcher, l'isole, et le cerveau supérieur n'a plus qu'à résoudre le labyrinthe comme un vulgaire jeu vidéo en disant avance, tourne, recule. On voit ça aussi en manipulation de blocs avec des bras articulés, où saisir devient une macro-action fluide, et la cerise sur le gâteau, c'est l'apprentissage continu, ou lifelong learning. L'agent se constitue une véritable bibliothèque de compétences motrices au fil du temps. Quand on lui donne une tâche totalement nouvelle, il n'a pas à réapprendre à marcher, il a déjà la compétence en stock. L'autre avantage massif, c'est l'économie de puissance de calcul. Dans la robotique, on utilise souvent des algorithmes de contrôle prédictif qui essaient de simuler l'avenir sur un certain horizon. Le problème, c'est que ce calcul demande une puissance phénoménale qui explose très vite. Mais si on utilise des macro-compétences qui durent K étapes, on raccourcit virtuellement l'horizon temporel. Le coût de calcul s'effondre littéralement d'un facteur K au carré. C'est ce qui rend possible le fait d'embarquer ces intelligences directement dans le processeur d'un petit robot sans avoir besoin d'un super ordinateur derrière. Bon, on ne va pas se mentir, tout n'est pas encore parfait. Il y a des limites sérieuses qui donnent pas mal de fil à retordre aux chercheurs du monde entier. Le talon d'Achille majeur du chaînage à rebours, c'est l'exploration de départ. Pour construire la chaîne depuis la ligne d'arrivée, encore faut-il que l'agent réussisse, au moins une fois par hasard, à franchir cette ligne. S'il n'y arrive jamais, l'algorithme reste paralysé. C'est un peu comme un GPS ultramoderne qui refuserait de vous guider tant que vous n'avez pas vous-même trouvé la destination une première fois sans lui. C'est frustrant. Ensuite, il y a la question des espaces latents. Définir mathématiquement ce qui constitue un bon sous-objectif demande souvent encore beaucoup d'ingénierie humaine en coulisses, avec des systèmes de récompense très denses. Et enfin, n'oublions pas notre ennemi du début, la fameuse triade mortelle. Quand on empile des réseaux de neurones, si une compétence de bas niveau commence à dériver mathématiquement, l'erreur remonte la hiérarchie et tout le château de cartes peut s'effondrer. Pour récapituler ce voyage au cœur des skills en RL, l'abstraction temporelle permet de vaincre la complexité en encapsulant le chaos des micro-actions dans des compétences propres et réutilisables. Le cadre des options apporte la rigueur mathématique, et des algorithmes comme le chaînage profond à rebours permettent désormais à l'IA de découvrir ses compétences toute seule. Bien sûr, l'exploration et la stabilité mathématique restent des défis monumentaux, mais on touche ici du doigt quelque chose de fondamental. Si on arrive aujourd'hui à automatiser l'émergence de ces routines complexes, on peut sérieusement se poser cette question vertigineuse: à quelle distance sommes-nous d'une intelligence artificielle capable de structurer, de manière purement autonome, l'intégralité de sa hiérarchie de pensée, depuis le simple contrôle d'un moteur jusqu'à la planification d'une vie entière? C'est le grand défi des années à venir.